avec une base chamanique. Et toutes les connaissances qu'on a, c'est basé sur des concepts de cosmologie, le Tao, l'énergie universelle, le Yin, le Yang, l'acupuncture, ça c'est déjà en route. Tant et si bien qu'au moment de la Révolution chinoise, ils ont mis au point des petits groupes de médecine du peuple où on apprenait l'ABC et où on pouvait partir soigner. C'est quand même une immense histoire. Hein. Les Chinois ne font pas d'innovateurs, contrairement aux Indiens en ce qui concerne la chirurgie. Par contre, pour la pharmacopée, tout ça, ils étaient quand même assez champions. Après avoir rappelé la succession des dynasties depuis les Tang, au 7e siècle, la dernière dynastie, c'est des Mandchous, on décrit l'implantation de la médecine actuelle avant, avec les Jésuites au 18e siècle, et l'implantation actuelle de la médecine occidentale avec toutefois la persistance de foyers où l'on exerce encore la médecine traditionnelle. En imitant la férocité du tigre, la douceur du cerf, la fermeté de l'ours, l'agilité du singe et le déploiement de la grue, le corps et l'esprit se détendent. Le corps a besoin de travailler, mais il ne faut pas l'épuiser. Bien d'accord, disait Yang Long, si on le secoue, le sang circule bien. Les 100 maladies n'apparaissent pas. La souplesse prime sur la rigidité. Le mouvement continue sur le mouvement saccadé. L'absorption sur la force de l'adversaire. Le serpent et l'oiseau sont opposés et complémentaires. On peut y voir l'image du yin et du yang. Ils peuvent symboliser les arts martiaux internes et externes. Toujours ce problème d'équilibre et d'harmonie qui est fondamental dans la pensée chinoise. Ça, c'est la fameuse prise de Fuchin pour les Français. Donc, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une sorte de déséquilibre au niveau des armes, notamment. Voilà, ça, ce sont aussi des... Non, c'est pas les vêtements en papier. Voilà, ça c'est une image que j'aime bien aussi, parce qu'à cette époque, on va être, comment je vais dire, complètement fasciné depuis le XVIIIe siècle par la Chine, mais au XIXe siècle encore, et même au début du XXe siècle, regardez, c'était tout à fait la mode pour les femmes de porter des vêtements d'inspiration chinoise. Oui, c'est comme la première robe que je vous ai montrée qui datait de l'époque Chang, vous vous rappelez? Avec cette bordure et tous des petits motifs qui font tout le tour et qui sont arrondis ici. Hein. Sauf que, voilà. Donc elle habite Boston, celle-ci, on est au début du XXe siècle. Alors, 1911, les paysans, ils sont tellement exploités et affamés, il y a des famines tant et tant et tant, de la démocratie qui en chie et tout. Il y a une révolution terrible qui accourt. Et ils vont, à l'époque, en 1917, on va avoir la révolution en Russie. Et les Chinois vont prendre comme modèle la révolution russe. Et donc ici, vous voyez qu'ils ont attaché leur large pantalon aux genoux pour ne pas qu'ils s'embêtent les picotes dedans. Ils vont couper toutes les tresses à tous les Chinois. Alors au début, ils ne voulaient pas les mettre, mais maintenant, ils étaient furieux qu'on leur enlève, évidemment. En 1911, vous voyez, ils vont essayer d'enlever tous les signes traditionnels et hiérarchiques de cette société extrêmement hiérarchisée, comme on vient de dire. Et redistribuer la terre et voilà, ici, la révolution culturelle n'a rien changé, ils ont toujours leur puissante structure familiale. Et voilà, ils portent les fameuses vestes Mao qu'on va trouver partout dans toute la Chine après la Révolution.
Et donc les minorités ethniques, c'est ce que je vous disais, c'est ici dans le sud. Il y a par exemple ici la minorité ethnique la plus nombreuse de Chine, les Zhuang. Voilà, ils ont pas de pantalons. Ça, je trouve que c'est magnifique, la rizière. Alors, ça c'est un exemple, c'est une société où il y a sans père ni mari, les Mossus. C'est une minorité ethnique non chinoise qui a pour particularité donc, de reposer sur une société matriarcale dans laquelle le mariage n'existe pas. Un homme et une femme Mossou commentent tout au long du film le mariage de passage, une pratique qui permet aux amants de s'aimer quand et comme ils veulent, sans la contrainte de vivre ensemble, et si chacun d'eux passe sa vie auprès de sa propre famille. Voilà, donc c'est un petit film que j'avais vu. Sur les femmes qui choisissent un peu le thème. Alors ici, on les voit avec leurs vêtements, vous voyez. Encore les rizières, c'est tellement magnifique. Hein? Sculpture de montagne. Alors ici, c'est les fillettes Miao. Il y a tellement de cérémonies qu'on a l'impression qu'ils sont tout le temps en fait, ces gens-là. Enfin, c'est pas ce groupe-là, c'est l'autre qui fait quelque chose, c'est le début du printemps, c'est la fin, c'est. Et donc, ils ont tout le temps des cérémonies avec chaque fois des vêtements qui leur sont propres. Du plan des sangs d'oiseaux, broderie et les plumes d'oiseaux. Ces broderies donc multicolores. Qu'elles arrivent à faire ça avec de l'indigo, puis du sang de cochon, puis frotter avec du blanc d'œuf pour le rhum brillant. Ça, les nonnes portugaises faisaient aussi. C'est pour ça que leurs gâteaux sont si bons, parce qu'ils utilisaient tous les jaunes pour faire des pâtisseries et tous les blancs pour les cornettes, pour qu'elles soient bien raides. Et alors ici, celle-ci, elle tisse avec de l'argent au départ qu'elles essayent d'obtenir, parce qu'il n'y a pas d'argent là-bas, qu'elles essayent d'obtenir. Mais sinon, si elles n'en trouvent pas, avec le métal des vieux tubes de dentifrice ou n'importe quoi, elles tissent leurs vêtements et elles ont, ça c'est magnifique, broderie enfin, tissage en argent. Et donc toutes ces minorités-là, tous les autres, ils ont quelque part une même source qui date des Han, et puis tous ces petits peuples-là, ils ont été un peu mélangés de force à un moment donné, mais bon. Ben, de nouveau, les tissus qu'on vous ai montrés au début du cours, qui ont été mis à jour pendant la Révolution culturelle. Il n'y a pas très très longtemps qu'on s'est mis à faire des fouilles non plus là-bas en Chine. Moi, j'avais un beau-frère qui y allait à l'époque où c'était encore interdit. Il m'avait ramené plein de bouquins. Je ne sais pas où il les a piqués, mais ils ont disparu. Notamment quand ils avaient découvert les statues. J'avais reçu des bouquins qui venaient tout juste de sortir. Avec des robes de gaz. Et puis maintenant, ils font des robes en papier. Mais c'est pour les brûler, pour le nouvel an, quoi. Si vous voulez avoir des robes, c'est une maison. Vous achetez des maisons en papier, vous voulez des maisons. Ça, c'était le pavillon français de l'exposition universelle en 2010. C'était un architecte, Jacques Ferrier, qui avait fait le pavillon, avec des modules comme ça. Voilà. Alors, la Corée. Il est déjà 21h20. Alors, je vous montre vite. La Corée, ça colle à la Chine, hein, vous voyez. Bon, il y a tout un... Ils ont tout pris des Chinois. Voilà, ils ont des tumuli comme ça, téméraires. Tour d'observation. Alors, la Corée, ça va être un pont entre la Chine et le Japon. D'accord?
c'est entre les deux. Hein. Il y a eu vraiment un problème avec les Chinois, les Coréens et les Japonais. Parce que, en fait, tout le monde doit tout à la Chine, mais ils veulent tous. C'est très récent que l'empereur japonais Akihito a reconnu ce qu'il devait à la Corée, par exemple. Et ça a détendu un peu parce que. Mais donc, on a une capitale qui est Nara, avec des monastères, des artisans japonais. On trouve les gardiens de temple, comme nous vous en ai montré. On trouve les sculptures bouddhiques que je vous ai montrées. C'est toujours des prototypes. Hein. Pour les temples, les pagodes, même chose. Même principe que pour l'architecture chinoise. Vous voyez ici, on voit bien les systèmes de petites consoles qui permettent de faire des débordements. Hein. Alors ici, vous voyez qu'ils font des petites galeries un peu sur le côté. On a toujours le même principe avec la porte d'entrée, la cour, plus ou moins. Ici, vous voyez qu'ils ont une structure où on tisse les branches et on y met après de la terre, avec aussi des principes. Ici, vous voyez, c'est joli, ça fait un peu des arêtes. À l'époque, mérovingien chez nous, c'était un peu comme ça aussi. Voilà, un pavillon à Séoul, au-dessus d'un grand bassin ombragé. Un petit pavillon dans les jardins. Les petits ponts, les petits pavillons, très importants. Ça règlement d'architecture des jardins, vous voyez. Ici, ce qui est typique pour la Corée, c'est le chignon noué au sommet du crâne, et puis ces drôles de chapeaux au boc. C'est comment, chignon? Ça s'écrit comment, chignon? Ouais. Comme ça. Un chignon. Alors, ici, vous voyez la maison coréenne. La cuisine, 2, la maison des femmes, 3, la maison des hommes, 4, la bibliothèque, 5, le kiosque, 6, une porte intérieure, 7, la porte pour les femmes, 8, la porte pour les hommes. Là, à l'entrée des logements de service, c'est la porte principale, vous voyez. Sur la bibliothèque et nous, on a la cuisine. La maison de la maîtresse, maison du maître. Chez nous, à l'époque, il y avait appartement de monsieur, appartement de madame. Et un appartement, c'était une suite de pièces pour une seule personne. Chambre, cabinet, garde-robe, grosso modo. Voilà, ici, par exemple, aussi la géomancie de la maison coréenne. Donc, d'après, évidemment, les collines, les ruisseaux. Alors, les vêtements, maintenant. Voilà, ça, c'est les vêtements typiques coréens. Et en général, ils sont comme à l'époque Tang, les jupes remontées jusqu'en dessous des bras, vous voyez. Ça part de là. Et il y avait ça, je n'ai pas pensé quand je vous ai montré les statues Tang tout à l'heure, de vous faire remarquer qu'ils avaient le même principe, vous voyez. C'est comme ça, ça part en dessous de sein, comme ça, vous voyez. Et ils ont des petits. Le hanbok, donc c'est l'origine des trois royaumes, enfin, toutes les parties du système coréen. Vous voyez, ça part en dessous des seins, comme ça. Et ça part tout droit, comme ça. Et donc ça, c'est encore un vieil manteau. Regardez, il y a encore
Les bras, comme je vous en ai déjà montré, si j'ai bonne mémoire, une fois sur les Mongols et une fois dans les trucs préhistoriques du Sahara, avec des fausses manches. Vous comprenez, c'est tout ça. Donc Je c'est sais de que tu l'as nouveau mis sur cette pour les femmes de la haute société, pour protéger leur visage du regard des intérieurs. Voilà, ici on a de nouveau une scène de voyage avec les femmes de la haute société. Vous voyez ici carrément elles se cachent en dessous d'un manteau, de quelque chose. Préférence pour les blancs, couleur neutre, pastel, subtil. Toujours cette ligne incurvée qui réduit le haut du corps. Voilà, le courtisane, Ginseng, gracieusement habillée, qui est décrite une danse du sable. Il y a tout comment dire, un cérémoniel de savoir-vivre, de culture, qui donneront en Japon les geishas. Les courtisanes. Vous voyez, comme les jupes montent toujours au-dessus de la taille. Voilà, ça, les espèces de culottes. Alors, il y a la fibre qu'on appelle Rami ou le champ. On commence à en voir beaucoup dans les magasins, cette fibre-là. Qui part, une nouvelle fibre. Voilà, un manteau d'été. Toujours cette matière, la Rami. Voilà, ça j'ai écrit sur internet. Fibre textile étonnante, connue depuis près de 6000 ans, toute très résistante et réputée imputrescible. Voilà, toujours ces fameux chapeaux à large bord et un bandeau ancré à cheval. Des chaussettes coréennes à bord retroussé. Parfaite éducation, enfin. Tressent leurs cheveux en natte au-dessus de la tête, toutes sortes de variations. Regardez-moi ça. Toujours le gat coréen, c'est très drôle de chapeau. Alors pour les enfants, ça c'est rigolo. La nuit de cérémonie, l'adulte va retrouver les vêtements qu'il avait quand il était petit, avec les rayures. Donc c'est préserver un homme dont les deux parents sont encore en vie afin de les honorer. Et donc c'est les toilettes des robes de mariée. En 1910, la Corée va être annexée par le Japon. Et pour la première fois de son histoire, elle va perdre son indépendance entre 1910 et 1945.